une place à table et quelques heures avec cette famille que j'avais passé ma vie entière à soutenir. Je venais de finir d'ajuster ma robe bleu marine, celle que je porte pour les grandes occasions. Elle n'était pas luxueuse, juste élégante et digne, le genre de robe que Mathilde, ma belle-fille, ne critiquerait pas d'un simple roulement d'yeux. J'ai jeté un coup d'œil à la pendule. Il était un peu plus de 18 heures. Le dîner était censé commencer à 19 heures. C'est alors que mon téléphone a vibré. J'ai cherché mes lunettes, m'attendant à un rappel de Guillaume, ou peut-être à une question de dernière minute sur le dessert. Mais au lieu de cela, j'ai vu le message. Tu n'es pas invité. Ma femme ne veut pas que tu sois là. Juste comme ça. 11 mots. Pas un appel, pas une discussion, un simple SMS. Pendant un instant, j'ai cru à une erreur. Peut-être s'était-il trompé de destinataire. Peut-être que le téléphone de Guillaume avait été piraté. Mais non, c'était bien son numéro. C'était bien son ton. Je me suis assise lentement, le téléphone toujours à la main. Mon cœur ne se brisait pas seulement, il se dénouait. Des souvenirs ont défilé dans mon esprit, Guillaume, petit garçon, serrant ma main pour son premier jour d'école, Guillaume à 12 ans, pleurant la mort de son chien, Guillaume me présentant Mathilde, débordant d'enthousiasme. Et maintenant, Guillaume, un homme adulte, me disant que je n'étais pas la bienvenue. J'ai fixé le mur, sans bouger, sans pleurer, simplement silencieuse. Ce fut le moment où quelque chose en moi a basculé. Après toutes ces années, après avoir tant donné, il était peut-être temps d'arrêter de se manifester pour des gens qui me faisaient comprendre clairement qu'ils ne voulaient pas de moi. La maison était calme, trop calme. Je me suis levée, je me suis approchée de mon secrétaire, un vieux meuble que ma mère m'avait laissé, et j'ai ouvert le tiroir où je gardais tous mes documents financiers. Chaque dossier était étiqueté, chaque reçu classé. J'ai sorti le dossier le plus épais. Il portait le nom de Guillaume. À l'intérieur, il y avait toute une vie de dons. Un chèque de 20 000 € pour l'aider à lancer son entreprise, celle qui avait fait faillite en moins d'1 an. Les reçus des frais de formation de Mathilde lorsqu'elle avait repris des études pour obtenir sa carte d'agent immobilier. Des virements bancaires pour la réfection de leur toiture. L'apport personnel pour leur nouvelle maison. Les travaux de la cuisine aménagée que Mathilde voulait absolument. Chaque morceau de papier racontait une histoire, non pas de générosité, mais d'exigence. Mon portefeuille avait été leur filet de sécurité. Mon nom était l'encre invisible sur chaque recoin de cette nouvelle demeure. Il y a 6 mois, Guillaume m'avait appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé la maison parfaite, une magnifique propriété en bord de Seine, dans un nouveau quartier résidentiel exclusif. Il m'avait dit que ce serait un endroit pour toute la famille. Maman, tu auras ton propre coin à toi, m'avait-il promis. Ce coin-là, apparemment, ne comprenait pas de chaise à la table du dîner. J'ai regardé la brochure qui traînait encore sur ma table de cuisine. J'avais versé 120 000 € pour l'apport. Ce n'était pas un prêt. Ce n'était pas un investissement. C'était un cadeau, une façon pour une mère de dire « Je suis là. Je t'aime ». Et maintenant, j'avais l'impression de m'être moi-même exclue de leur vie à coups de chèque. Je me suis penchée en arrière et j'ai murmuré la question que je n'avais pas osé poser depuis des années, était-ce de l'amour ou simplement une transaction commerciale ? Pour la première fois, je ne me suis pas précipitée pour leur trouver des excuses. Je n'ai pas défendu leur choix. Je me suis simplement assise face à la vérité, j'avais passé ma vie à donner et ils s'y étaient habitués. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le SMS tournait en boucle dans ma tête. Pas invité. Ma femme ne veut pas de toi. À l'aube, je savais ce que j'avais à faire. Je me suis préparé un thé bien fort, je me suis installée à la table de la cuisine et j'ai fixé la pile de papier sortie du tiroir. Puis, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma banque. Bonjour, Banque Populaire, que puis-je pour vous ? Je m'appelle Edith Bernard, ai-je dit d'une voix claire. Je souhaite suspendre immédiatement tous les virements et prélèvements automatiques sortant de mes comptes. Il y a eu un silence au bout du fil. Tous les paiements, madame ? Oui, absolument tous. Et je souhaite également révoquer la procuration bancaire accordée à mon fils,
Guillaume Bernard. J'entendais la conseillère taper sur son clavier. C'est un changement important, Madame Bernard. Nous aurons besoin de votre signature pour finaliser la procédure, mais je peux bloquer les autorisations dès maintenant. C'est exactement ce que je veux. Faites-le aujourd'hui. Le silence qui a suivi n'était pas pesant, il était libérateur. J'avais soutenu mon fils, sa femme, leur train de vie, leurs ambitions et leurs dettes pendant plus de 20 ans. Mais ce matin-là, je me suis souvenu de ce que Jacques, mon défunt mari, disait toujours, Edith, aime-les, mais ne les laisse pas te marcher dessus. Quand la conseillère a confirmé que les prélèvements étaient bloqués, je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai expiré profondément. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point tout cela pesait lourd. Les années de petits compromis, les mises à l'écart silencieuses, les fêtes passées seules tout en payant les factures. Ce matin-là, je n'ai pas seulement annulé des paiements, j'ai récupéré mon espace vital. Mon téléphone a vibré à nouveau. Guillaume. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tapé un message simple que j'ai fixé longuement, il est temps d'assumer vos propres dépenses. Puis, j'ai éteint l'appareil et j'ai tourné une page de ma vie. Au moment où Guillaume s'est présenté à ma porte, la bouilloire sifflait déjà sur la cuisinière. Il n'a pas frappé poliment. Il a sonné de cette manière impatiente et sèche qui signifiait qu'il n'était pas là pour discuter, mais pour reprendre le contrôle. J'ai ouvert la porte et il est entré directement sans attendre d'invitation. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, l'inquiétude dans ses yeux masquant à peine son agacement. Le prélèvement du crédit immobilier a été rejeté. Le paiement de la voiture de Mathilde n'est pas passé. La banque m'a appelé pour les autorisations suspendues. Tu as tout annulé ? J'ai hoché la tête. Oui, j'ai tout annulé. Il a scié. Tout. Les 174 € d'assurance, les traites, tout. Guillaume s'est effondré dans le fauteuil du salon comme si on lui avait coupé les jambes. Pourquoi ? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, tu m'as désinvité de ta maison, Guillaume. Celle que j'ai aidé à payer. Tu as envoyé un message disant que ta femme ne voulait pas de moi. Et tu n'as même pas essayé de t'y opposer. C'était une erreur. A-t-il bafouillé ? Mathilde était énervée, je ne pensais pas ce que j'écrivais. Tu ne pensais pas le dire ou tu ne pensais pas qu'il y aurait des conséquences ? Ai-je demandé calmement. Il a détourné le regard. J'ai versé 2 tasses de thé, en posant une devant lui. Il n'y a pas touché. On a des factures, maman, a-t-il fini par dire. Les crédits, l'école de Théo, la maison, tu nous as toujours aidés. Je l'ai fait, ai-je acquiescé. Mais cette aide est devenue indue. Et ensuite, elle est devenue invisible. Guillaume a ouvert la bouche pour répliquer, mais j'ai levé la main. Dis-moi une chose que tu as faite pour moi, Guillaume, ai-je demandé d'une voix douce mais ferme. Une seule chose que tu n'as pas faite par obligation, mais parce que tu en avais envie. Une seule chose qui n'impliquait pas que tu aies besoin de moi. Il est resté assis en silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma réponse. 2 jours plus tard, c'est Théo, mon petit-fils de 23 ans, qui a débarqué. Il avait l'air négligé, la chemise froissée, des cernes sous les yeux, et cette énergie nerveuse de quelqu'un qui n'a jamais vraiment affronté la réalité. Je l'ai laissé entrer sans dire grand-chose. Il s'est jeté sur le canapé et s'est frotté les mains. « Mamie, j'ai besoin d'aide », a-t-il commencé. « Ma carte bleue est bloquée. Je ne peux pas payer mon loyer. Mon crédit auto est en retard. Je suis dans la mouise. » Je me suis assise en face de lui, sereine. « Combien dois-tu » Il a hésité. « Environ 7 000 €. Dans quoi les as-tu dépensés ? Il a haussé les épaules en évitant mon regard. Des trucs, un nouveau téléphone, un voyage avec des potes, quelques soirées. J'ai hoché la tête lentement. Tu travailles depuis 2 ans maintenant dans cette compagnie d'assurance, n'est-ce pas ? Ouais. Alors, pourquoi n'as-tu pas appris à gérer ton argent ? Il ressemblait à un enfant qu'on gronde, pas à un homme de 23 ans.
Je ne sais pas, je pensais que je pourrais toujours demander à mes parents ou à toi. C'est bien là le problème, ai-je dit. Vous vous êtes tous habitués à l'idée que je serai toujours là pour réparer vos erreurs. Mais je ne suis pas ton plan B, Théo. Je ne suis pas ta banque. Il s'est penché en avant, désespéré. Mamie, s'il te plaît, juste cette fois. Je te jure que je te rembourserai. Non, ai-je dit fermement. Mais je vais te proposer autre chose. Mon avocat, Maître Lambert, cherche un assistant à temps partiel pour classer des dossiers et répondre au téléphone. Ce n'est pas le Pérou, mais c'est un travail honnête. Théo a écarquillé les yeux. Tu ferais ça pour moi? Je t'aime, ai-je dit. Mais j'arrête de t'assister. Mon amour ne se mesure plus en euros. Il est resté silencieux, déconcerté. Pour la première fois, je n'avais pas cédé. Et pour la première fois, il entendait le mot « non », non pas par colère, mais par amour. Le véritable amour n'est pas toujours confortable. Parfois, il ressemble à une limite infranchissable. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Léa est arrivée avec un sac de courses et a frappé doucement. Elle n'est pas venue pour l'argent. Elle n'est pas venue plaider la cause de qui que ce soit. Elle est juste venue voir comment j'allais. Mamie, a-t-elle dit en entrant. J'ai vu papa tout à l'heure. Il avait l'air perdu. Maman est furieuse. Théo boude. C'est le chaos à la maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Nous avons déballé les courses ensemble. Elle coupait les légumes pendant que je faisais bouillir les pâtes. Après un moment, elle a demandé doucement, « Tu vas bien ?» Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Léa avait toujours été différente, plus calme, plus attentionnée. Elle ne demandait jamais rien. Elle m'appelait pour mon anniversaire. Elle passait me voir sans raison. Elle me serrait dans ses bras un peu plus longtemps que les autres. Je vais bien, ai-je dit. Pour la première fois depuis très longtemps, je crois que je vais vraiment bien. Elle a souri. Tant mieux, parce que je pense que tu fais ce qu'il faut. J'ai haussé un sourcil. Ah bon? Elle a hoché la tête. J'ai vu comment il t'utilisait, surtout maman. Elle est toujours habillée avec les plus grandes marques, elle conduit une voiture de luxe, et d'une manière ou d'une autre, c'est toujours toi qui réglais la note. Cela m'a surprise d'entendre ces mots de la part d'une si jeune femme. Mais elle n'était plus une enfant. Elle voyait clair. Tu as pris soin de tout le monde pendant si longtemps, a ajouté Léa. Il est temps que quelqu'un prenne soin de toi. Nous avons dîné toutes les deux. Pas de tension, pas de manipulation, juste un repas simple et une conversation sincère. Avant de partir, elle m'a serré fort. Je serai toujours là pour toi, mamie. Pas pour ton argent, pour toi. J'ai embrassé sa joue. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Dans cette maison qui avait résonné d'exigence et d'attente, la présence de Léa était la seule chose qui semblait réelle. Elle me rappelait ce qu'une famille devrait être, un refuge sincère et désintéressé. Le lendemain, Guillaume a rappelé. Maman, on doit se parler, en famille. Sa voix était tendue, comme s'il répétait un texte. J'entendais Mathilde en arrière-plan. Demain à 14 heures, ai-je dit. Chez moi. Et pas de surprise. Mais bien sûr, il y a eu des surprises. À 14 heures pile, Guillaume est arrivé le premier. Il avait l'air épuisé, sa chemise était froissée, ses yeux bouffis. Maman, a-t-il commencé, je voulais te parler avant que les autres n'arrivent. Les autres? Il a hésité. Mathilde a invité quelques personnes. Ses parents, sa sœur, ils sont inquiets. Je me suis approchée de la fenêtre et je me suis figée. 3 voitures venaient de se garer dans mon allée. Mathilde en est sortie, pomponnée comme pour un gala, suivie de ses parents, de ses frères et sœurs, et même de quelques amis du couple. Je me suis tournée vers Guillaume. Tu as ramené un public? Elle pense que, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Quand la sonnette a retenti, j'ai ouvert lentement. Mathilde était là, flanquée de sa délégation.
Bonjour Edith, a-t-elle dit d'une voix forte, théâtrale. Nous sommes ici pour discuter de cette situation en famille. C'est ma maison, ai-je dit calmement. Pas un tribunal, ni une salle de réunion. C'est juste ma maison. Et je n'ai invité aucun de ces gens. Mathilde a scié, manifestement surprise par ma résistance. Toi, Guillaume, Théo et Léa pouvaient entrer. Les autres attendent dehors ou s'en vont. Le sourire de Mathilde a vacillé. Elle s'est tournée vers sa famille. S'il vous plaît, attendez dans les voitures. On n'en aura pas pour longtemps. À contre-cœur, ils ont reculé. Une fois à l'intérieur, j'ai fait face à mon fils, ma belle-fille et mes 2 petits-enfants. Alors, ai-je dit sereinement, qui veut m'expliquer de quoi retourne ce cirque? Mathilde s'est lancée dans un grand discours. Tes décisions financières nous affectent tous. Les plans de retraite de mes parents, la situation du frère de Guillaume, même l'avenir de Théo. J'ai écouté, les bras croisés, sans rien dire. Quand elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, je l'ai regardée et j'ai demandé, et depuis quand suis-je responsable de tout cela? Personne n'a répondu. Parce qu'au fond d'eux, ils connaissaient la vérité. Ils n'étaient pas venus pour réparer une relation. Ils étaient venus pour sauver leur train de vie. La pièce était lourde de silence. Après ma question, Guillaume a fini par prendre la parole, la voix basse. Maman, on a fini par compter sur ton aide. Tu as toujours été là. On n'a juste jamais pensé que tu arrêterais. J'ai hoché la tête. Exactement. Vous n'avez pas pensé. Vous avez juste pris. Je me suis tournée vers Théo. Combien de fois m'as-tu rendu visite juste parce que tu en avais envie, et non parce que tu avais besoin d'argent? Il s'est tortillé sur sa chaise. Puis j'ai regardé Mathilde. Et toi, Mathilde, dis-moi une seule chose, une seule, que tu as faite pour moi sans rien attendre en retour. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Vous voyez, ai-je continué, ce qui fait mal, ce n'est pas seulement l'argent. C'est l'effacement. La façon dont j'ai disparu de vos cœurs à la seconde où j'ai arrêté de payer. Le masque de Mathilde est tombé. Sa voix s'est durcie. C'est de la manipulation? Tu essaies de nous faire culpabiliser. Non, ai-je répondu. Je vous dis la vérité pour une fois. Elle s'est levée brusquement. Tu le regretteras. Quand tu seras seul, quand il n'y aura plus personne, tu regretteras de nous avoir repoussés. Je n'ai pas bronché. La famille n'est pas juste un mot qu'on utilise quand on veut quelque chose, ai-je dit doucement. C'est un choix qu'on fait chaque jour par ses actes, pas par ses factures. Guillaume a levé les yeux, le regard vitreux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, maman? Qu'on s'excuse? Qu'on supplie? Non, ai-je dit. Je veux que vous grandissiez. Je veux que vous arrêtiez de confondre l'amour et la dépendance. Et je veux que vous partiez. Les mots étaient calmes, mais ils ont claqué comme un coup de tonnerre. Théo s'est levé sans protester. Mathilde a marmonné quelque chose entre ses dents en sortant furieusement. Guillaume est resté un instant, hésitant. Je serai là, lui ai-je dit. Si jamais tu veux parler, vraiment parlez pas d'argent, mais de nous. Il a hoché la tête lentement et a suivi les autres. Seule Léa est restée pour me serrer dans ses bras. Je suis fière de toi, mamie, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste tenue serrée contre moi. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais rien à prouver et rien à donner, sinon la vérité. 6 mois ont passé, pour la première fois depuis des décennies, je n'étais plus le contact d'urgence de personne, le plan de secours financier de personne, le sponsor silencieux de personne. J'étais juste Edith. J'ai passé mes matinées sur ma terrasse à boire du café et à lire des livres que j'avais délaissés depuis longtemps. J'ai fait de longues promenades dans le parc où Jacques et moi avions l'habitude de flâner. Je me suis même inscrite à un cours d'aquarelle au centre culturel, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais osé prioriser. Léa me rendait visite souvent. Elle ne demandait jamais rien. Elle venait juste pour discuter, rire, partager son monde avec moi.
Elle était mon seul lien avec la famille désormais, et cela me suffisait. Quant à Guillaume et Mathilde, les appels se sont fait rares. Après quelques tentatives, tantôt désolées, tantôt exigeantes, ils ont fini par cesser. Léa m'a appris qu'ils avaient vendu la grande maison pour emménager dans un appartement plus modeste. Mathilde a pris des heures supplémentaires. Guillaume a enfin appris à gérer un budget. Théo, à ma grande surprise, a accepté le poste chez Maître Lambert. Je l'ai croisé une fois au supermarché. Il avait l'air fatigué, mais différent, plus ancré dans la réalité. Nous avons échangé un bonjour discret. C'était suffisant. Et moi, je suis partie en Italie. C'était le rêve de Jacques. Nous l'avions repoussé trop longtemps. Mais Léa a insisté pour que j'y aille. Fais-le pour toi, mamie, m'a-t-elle dit. Pour une fois, pense juste à toi. Alors je l'ai fait. Maintenant, je suis assise à la terrasse d'un café en Toscane, regardant le soleil se coucher sur les vignobles vallonnés. Laurette, ma plus vieille amie, rit à mes côtés en griffonnant des notes dans son carnet de voyage. Tu as l'air plus légère, me dit-elle. Je le suis, je lui réponds. Parce que j'ai enfin déposé le poids des attentes des autres. Et en faisant cela, j'ai trouvé la seule chose que je voulais vraiment, la paix. Pas seulement l'absence de bruit, mais la présence de moi-même. La force tranquille de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être indispensable pour se sentir entière. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait le ciel toscan d'or et de violet, mon téléphone a vibré. Le nom de Guillaume s'est affiché. Il y a 6 mois, j'aurais répondu avant la deuxième sonnerie, impatiente, pleine d'espoir, répétant déjà des solutions pour réparer ce qui n'allait pas. Mais maintenant, j'ai simplement regardé l'écran et je l'ai laissé s'éteindre. Je n'avais pas besoin d'entendre une autre promesse. Je n'avais pas besoin d'être entraînée à nouveau dans un cycle dont j'étais enfin sortie. Au lieu de cela, j'ai pris mon verre de vin, je l'ai levé vers l'horizon et j'ai porté un toast à la version de moi-même qui était toujours passée en dernier. Celle qui restait silencieuse à des tables où elle n'était pas la bienvenue, qui souriait malgré la solitude de ses anniversaires, qui payait des factures les mains tremblantes en appelant cela de l'amour. Cette femme-là avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait appris que la liberté ne consiste pas à abandonner les gens, mais à arrêter de leur demander la permission d'exister. Je ne dois d'explication à personne pour avoir choisi la sérénité. Je ne dois à personne mes économies, mon temps, ou ma place à une table où je n'ai jamais été vraiment invitée. Ce que je me dois, à ce stade de ma vie, c'est l'honnêteté envers moi-même. Léa m'a envoyé un SMS plus tard dans la soirée, une photo de son nouvel appartement avec un message simple, « Mamie, j'ai hâte que tu viennes me voir. Je t'ai préparé une chambre, elle est à toi, pour toujours. » Et en lisant cela, j'ai souri, car parfois, l'héritage que nous laissons derrière nous n'est pas l'argent que nous avons donné ou la maison que nous avons bâtie. C'est la vérité que nous avons enfin osé dire et la limite que nous avons eu le courage de tracer. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la, car quelqu'un, quelque part, a besoin de s'entendre dire qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir.